Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Playoff. Et on est au plein final des NBA Finals, on est en plein milieu, le Game 3, match pivot dont on connaît enfin le résultat, 116 pour Indiana, 107 pour OKC. Et pour débriefer de ce match, mais également voir pour ce qui va se passer pour la suite, j'ai deux de mes acolytes habituels. Le premier, c'est mon franchise player à moi, bien perso, à qui je donne toutes les passes décisives. C'est Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes, ravi de vous retrouver pour à nouveau parler de ces finales NBA 2025 qui sont vraiment extrêmement sympas à suivre avec une belle dramaturgie et on va avoir l'occasion de pouvoir discuter de ce match 3 et de se projeter sur le 4. Ça s'annonce encore plutôt saignant. Exactement. Et justement, on parle de saignant. C'est le pivot, celui qui met des coups de coude à tous les petits. Il a son actif, il a 15 mâchoires de cassé, rien qu'en une saison. C'est Elian. Salut Elian, comment ça va? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être en compagnie des deux experts aujourd'hui pour pouvoir discuter de cette finale. Quel flatteur. Eh oui, tout à fait. Oui, oui, et il a peur de nous, hein, t'as vu, hein. C'est ça, donc, il raconte n'importe quoi. Exactement. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord communautaire, savoir quelles sont vos impressions sur ces finales, ce que vous voyez, ce que vous pensez de ces finales et qu'est-ce que vous allez voir pour les matchs suivants. Il y a le Discord communautaire, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre les podcasts WNBA avec notamment Chris. C'est ça, Chris? Ouais, tout à fait. Tous les débuts de semaine. Donc, en général, ça sort le lundi soir. On revient sur la semaine précédente en WNBA. On a vu hier que dans la salle d'Indiana, il y avait des joueuses du Fever. Caitlin Clark, qui n'y arriverait jamais, Ali à Boston en particulier. Et avec Tom et Elliott, on revient sur les matchs, les perfs qu'il ne fallait pas louper. Donc, on vous invite à aller suivre la WNBA. La NBA, c'est bientôt terminé. Et la Ligue féminine américaine, elle vaut son pesant d'or. Donc, allez-y. Et si vous rentrez par notre biais, on en sera ravis. Ok, vous pouvez écouter également nos copains de First Pitch. La saison de Major League Baseball bat son plein. On est en plein dans le mois de juin. Ça cruise tranquillement pour aller jusqu'au All-Star qui va bientôt arriver. Et vous inquiétez pas, vous allez suivre ça avec nos copains de First Pitch. Et également le football américain qui continue. C'est Tailgate, mené de main de maître par Flav. Là, il y a le podcast sur la NFL qui est sorti et en début de semaine, une superbe interview du quarterback des Paris Musketeers. Et Chris, tu ne seras pas mauvaise langue, les Paris Musketeers ont gagné ce week-end sur le terrain de Duisbourg. Le Rainfire, double tenant du titre, qui s'est fait chicoter par nos amis parisiens à domicile. Allez. Sur ce, on va commencer tout de suite. Qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs, et est-ce qu'on peut déjà lui donner un nom? Vas-y, Elian, si tu veux, je prendrai la suite. Ça marche. Bah, écoute, moi je trouve que Indiana continue d'être surprenant. Enfin, c'est plus vraiment une surprise au vu du parcours en play-off, mais ce collectif bien huilé, cette équipe faite de role-players capables d'enflammer une soirée à l'image de Bénédicte Mathurin, qui vient mettre 27 points en 22 minutes. Donc, au-delà de tous les records que ça représente, je trouve que c'est assez représentatif de cette équipe où chaque soir, il y a un facteur X qui peut éclore. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette équipe des Pacers. Je me doutais que ça allait être un match serré. Dans ma tête, ce match pouvait amener la série plus loin. Dans le cas contraire où le Thunder aurait gagné ce match, je pense que ça aurait pu aller très vite sur la fin de cette série. Donc, je pense que c'est super pour la série qu'Indiana ait pris ce match-là et qu'on s'apprête à avoir une longue série, je pense. Ouais, complètement. Chris, toi? Ouais, le mot surprise, c'est exactement ça. Mais en fait, est-ce qu'on doit toujours être surpris de cette équipe des Pacers qui, tour après tour, dans ces playoffs, nous refait le même coup à chaque fois? C'est quand même dingue. Et on continue à être étonné de les voir performer comme ça. Là, on sait que le match était de retour dans l'Indiana. Ça faisait 25 ans qu'il n'y a pas eu de finale NBA là-bas. Donc, on savait très bien que ça allait être une vraie cocotte minute. Ça l'a été. Ça a dynamisé cette équipe des Pacers. Ça a peut-être un petit peu bloqué aussi à certains moments cette équipe du Thunder. On va avoir le temps d'en parler.
Mais oui, je te rejoins, Elian. C'est vrai que ces matchs impairs, quand il y a égalité, sont ces fameux matchs pivots, avant le prochain match qui sera lui aussi pivot, évidemment. Bien sûr. Mais on sait l'importance de ces matchs-là, et Indiana a très bien mené sa barque, et on va prendre le temps d'en parler, mais voilà, encore surpris, mais je pense qu'on ne devrait plus l'être, en fait, parce qu'ils sont vraiment très forts. C'est clair. Sur les derniers matchs, enfin surtout sur le match 2, on avait vu que Indiana a été une équipe qui avait beaucoup de joueurs, qui avait 7 joueurs à plus de 10 points, mais aucun à plus de 20 points. Et on avait dit avec Max et Raph que s'il n'y avait pas eu de match, s'il n'y avait personne pour scorer plus de 20 points, ça allait être compliqué pour Indiana. Et ça a été le cas. Est-ce que pour vous, ça a été une surprise que autant de joueurs soient plus de 20 points, et notamment Bénédicte Mathurin, notre ami québécois, qui est sorti du bois, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense qu'ils prennent le Game 1. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un à plus de 20 points dans le Game 1. Par contre, ils ont 6 joueurs aussi à au-dessus de 10 points. Après, c'est un peu à l'image de leur équipe, ça, d'avoir beaucoup de joueurs qui scorent. Mais je suis d'accord que le Game 1, bon, c'est un peu un hold-up. Donc, c'est plus facile quand tu as un gars qui sort du lot ou deux qui arrivent justement à scorer leurs 20-25 points. Je pense que d'un coup, ça les fait changer de dimension, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Chris. Ouais, je regardais juste pour confirmer ta stat, et ouais, dans le match 1, qui prennent Siakam est à 19, c'est le meilleur marqueur, et après tu as du 14, 14, 15, 17, voilà, donc c'est plutôt bien réparti, mais en effet, tu n'as aucun joueur à 20 points. Ouais, moi, en fait, quand on regarde, tu parlais, Yaya, de Mathurin, et en fait, il nous a fait une obitopine du match 1. Tu vois, en termes d'adresse, en termes de réussite, il termine à 9 sur 12, 2 sur 3 à 3 points. Alors, Obitopin avait une plus grosse perf à 3 points, si je dis pas de bêtises, mais bon, bref, en tout cas, les 27 points, voilà. La Topin, il n'en a mis que 8 et il a tout raté à 3 points, mais c'est pas grave. Topin avait fait son match 1, là, Bénédicte Mathurin a fait son match 3. C'est un joueur qui avait été, que moi j'apprécie particulièrement, que j'aime voir jouer, qui a des hauts, là on l'a vu hier soir, mais qui a aussi des très bas. On l'a vu dans ses playoffs. On l'a vu aussi, alors je crois que c'était l'année dernière où en retour de blessure, ça avait été compliqué pour lui. Mais là, il montre le bout du nez et c'est vraiment impressionnant. C'est aussi, faut mettre du crédit à Rick Carlisle. On en avait parlé, Yannick, dans la preview et à l'issue du match 1, je crois, qui continue à croire, et c'est normal, mais qui continue à donner du temps de jeu, des minutes à ces joueurs-là. Et à côté de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as quand même les 2 joueurs majeurs d'Indiana, que sont Pascal Siakam et Tyrese Haliburton, qui proposent un match qualitatif, que ce soit en termes de stats purs, mais même en termes de rendu de jeu, et en termes de ce on a pu voir en tant que spectateur derrière notre écran. Pascal Siakam, j'ai trouvé agressif très rapidement dans le premier quart-temps. C'est lui qui marque la majeure partie des points de cette équipe des Pacers. Après, il s'éteint un petit peu, mais il a été là tout de suite. Tyrese Haliburton, on en avait parlé, et on attendait de lui. C'est un mec qui peut scorer, mais c'est surtout un créateur, et c'est un gars qui doit faire distribuer, qui doit faire tourner la balle, et qui doit proposer toute sa palette en fait technique et j'allais dire artistique, mais vous voyez vers quoi je veux aller. Et il était à 6 passes au match 1, 6 passes au match 2, ce qui est insuffisant. À ce niveau-là de la saison, tu es au final en fait. Et là, il termine en double-double, 22 points, ok, mais surtout 11 passes, donc il fait quasiment un x2 sur un match. Oui, en plus, donc quasi un triple-double même. Mais non, voilà, donc tu as des joueurs, les joueurs majeurs qu'on attendait, qui ont proposé des belles choses. Tu as encore une fois un facteur X, cette fois-ci c'est Mathurin. Et donc encore du crédit pour cette équipe des Pacers qui globalement fait un super boulot. Ouais. Et je trouve aussi qu'ils ont une équipe en fait pleine de facteurs X. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils ont des joueurs en fait talentueux un peu sur tous les postes et en une longueur de banc qui est assez appréciable. Et je pense, Haliburton l'a déclaré après le match, mais par exemple Mathurin, il a été blessé l'année dernière au moment des finales de conférence, et il a dit que ça avait pesé dans les résultats d'Indiana. Et aujourd'hui, on voit que son agressivité, en fait, elle fait mal au Thunder parce qu'il va chercher des lancers francs, il leur rentre dedans. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer le Thunder. Il faut pas les laisser imposer leur loi, parce qu'à partir de ce moment-là, ils sont trop forts. Et comme tu disais, Chris,
beaucoup de crédit au coach. On se rappelle qu'il a déjà été dans une position d'outsider avec Dallas en 2011 et avec une équipe un peu comme ça, les Jet Terry, tous les gars qui étaient capables d'être autour de Nowitzki et d'apporter certains soirs. Donc en fait, il a un peu la même formule, j'ai envie de dire. Après, là, il a vraiment Haliburton et Siakam qui sont des joueurs au-dessus du lot. Mais sinon, c'est un peu la même formule en termes de plein de joueurs capables d'eux. Et je trouve que ça le fait, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors après, la comparaison avec Dallas, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de talent qu'à Dallas. Tu vois, Dallas, tu avais Nowitzki, mais tu avais Sean Marion, tu avais, Kidd, tu avais Tyson Chandler. Tu vois, c'était un autre effectif. Là, aujourd'hui, tu vois, tu as Siakam et Haliburton. Et à côté, tu as vraiment des joueurs de. Enfin, j'ai envie de dire de devoir, mais un peu plus, tu vois. Même un Miles Turner, tu vois, par rapport à un Tyson Chandler, c'est quand même un cran en dessous. Ah ouais Ah oui, oui, Ok. par rapport. Bah parce que si tu veux, c'était un défenseur élite, Ouais, c'est ça. Ouais. Tyson Chandler, et un joueur qui roulait vers le cercle. Miles Pas le Turner, même profil. Pas le même ouais, c'est profil. pas le même profil, mais Miles Turner, il est, j'ai envie de dire, il est mauvais nulle part, mais il est élite nulle part non plus, tu vois. Ça va être un grand qui va pouvoir à la fois faire de la dissuasion au cercle. Là, il fait 5 contre. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, il prend que 2 rebonds Ouais, ok. sur le match. Mhm. Il va être capable de shooter à 3 points, mais pas un haut pourcentage. Et il va pas être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. il n'y a pas le côté élite. Mais après, pour revenir au match, je suis d'accord, et pour revenir aux Pacers, plus exactement, je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu es en face, tu sais pas qui va faire son match. Là, C'est ça. c'était le match Mathurin, j'ai envie de dire, où c'est le facteur X, mais tu sais très bien que ça peut venir de McConnell, ça peut venir d'Obi Toppin, ce qu'il a fait au premier match, Mm. où il a amené ce qu'il fallait. Là encore, hein, on n'en parle pas, mais il fait un 4 sur 8 au shoot. Il met un putback énorme qui met le feu à la salle. Clairement. Et c'est un vrai energizer, quoi, tu vois. 8 points, 6 rebonds, une passe, 2 contre. Bah voilà. Et surtout, c'est le meilleur plus-minus C'est ça. du match. C'est impressionnant de voir ça. Ouais. J'étais en train de... Plus 18 et Mathurin plus 16. Et Après, c'est dingue cette stat. ouais, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et on en parlait tous les deux, Chris, en off, c'est que le banc d'Indiana a Oui. outscoré 49-18, quoi. Ah bah, oui. Pour que tu aies des plus-minus aussi élevés sur le banc d'une équipe, bah, il faut qu'en face, le banc de l'autre équipe, elle n'ait pas fait le boulot. Tu vois. Ouais, ou au moins que, en fait, ta second unit ne marque pas le pas en face. Donc, coach Carlisle a trouvé des line-up pour faire mal, et même tête à claque numéro 1, Ah oui. TJ McConnell, bah, il fait ses finales quand même. Non, Ah mais ouais, le deuxième, pardon, je te coupais. Le deuxième carton, le début du deuxième carton, si vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de voir tout le match ou juste des petits highlights, allez voir le début du deuxième carton où du coup tu as la seconde unit là, des Pacers menée par McConnell. Et je vais dire ça, et c'est pas du tout. Mais il y a un côté morpion avec TJ Oui. McConnell. Mais c'était fou. Il a vraiment mené et redynamisé cette équipe là cette équipe des Pacers dans ce tout début de deuxième carton. Ils mettent un 11-2, je crois que c'est ça Ouais. en tout début de deuxième carton, bah, qui les met aussi dans le bon cheminement, qui remet la salle comme il faut. Et Matt Connell, il est vraiment impressionnant. Et parfois même, alors dans ce match-là peut-être un peu moins parce que Tyrese fait ses perfs, mais c'est vrai que sur les deux premiers matchs, des fois, tu pouvais te poser la question, est-ce que McConnell était pas mieux en gestionnaire que Mais Tyrese Haliburton? Après, là, dans ce match 3-là, les choses sont revenues un petit peu à la normale, mais il apporte vraiment des choses qui sont différentes de ce que peut proposer Tyrese Haliburton. il amène toujours ce que l'équipe a besoin. ouais. Tu vois, moi je Et trouve. Et attends, excuse-moi. ouais, Et moi je trouve que c'est un meneur backup à l'ancienne. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais. quand il y a besoin de dynamiser, il dynamise. Quand il y a besoin de couper le rythme, il coupe le rythme. Tu vois, j'ai l'impression que le gars,
c'était un meneur du championnat de France Pro A des années 80, quoi, tu vois. En plus, déjà, il ressemble à rien. Et voilà, quoi, tu vois. Mais je trouve que il amène quelque chose à cette équipe et de plus en plus, et il a un vrai impact sur l'équipe. Excuse-moi, Elior, je t'ai coupé. Ouais, il n'y a pas de souci. Et en plus, McConnell aussi, quand on voit le match, il fait à un moment 2 interceptions sur des remises en jeu. Mais je peux vous dire que ça, des interceptions sur des remises en jeu, bah, l'équipe adverse, ça leur met la tête dans le sac, en fait. Tu te dis comment c'est possible que le mec, il arrive à intercepter une balle de passe sur remise en jeu, sur panier marqué. Enfin, ça, c'est assez dingue. Ça montre qu'il lâche rien, il est toujours derrière le joueur. Et surtout, t'es complètement désuni parce que tu as tes joueurs qui oui, clairement. ont le dos C'est un tourné. panier facile. C'est un panier facile pour l'équipe adverse. Et de plus, moi, je trouve ce qui est très dur, en fait, là, pour le Thunder, c'est que quand tu prépares un match, tu peux pas faire un plan de jeu contre McConnell, contre Bitopin, donc en fait, contre Bénédicte Mathurin. Tu es obligé, enfin, tu dois choisir Pascal Siakam et Theresa Liberton, mais tu fais pas un plan de jeu spécial pour ces joueurs-là, en fait. Donc c'est ce qui rend le truc hyper compliqué, c'est que eux, ils se servent du jeu, ils se servent des actions, de ce qui arrive pour faire leur bon match. Ils vont pas forcer les choses. Donc en fait, t'as pas de plan de jeu contre eux. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Indiana? Parce qu'on a beaucoup parlé d'Indiana. On va passer. Moi, je voulais quand même juste terminer parce que je regarde la fiche et j'essaie de me souvenir des matchs précédents. Et on a fait l'éloge du banc, on a fait l'éloge dans ce match-là de Tyrese, de Siakam. Bon, Miles Turner, il est passé un peu en travers, ça arrive. Mais en fait, Andrew Nembhard et Aaron Nesmith, ils font pas des matchs dingos encore, hein, tu vois. Ça fait 8 points et 7 points. Ouais, mais le premier match. Oui, et puis la défense de Nembhard, non, mais on va en parler, mais. Ouais, mais tu vois, on parlait du côté, les Pacers ont toujours un facteur X à nous sortir à chaque match, tu vois. Là, sur deux des trois matchs où ils sont dedans, c'est un mec du banc. Soit Topin, soit Mathurin. Le match 2, on le met de côté parce qu'ils sont pris une branlée. Mais là, en fait, je veux dire, bah, t'es pas à l'abri d'avoir un match d'Andrew Nembhard ou un match d'Aaron Smith qui fout tout dedans. Et là, t'es là pour OKC, tu te dis, mais merde, en fait, t'auras toujours un mec qui va sortir du bois. Moi, pour l'instant, alors, je te parle d'un point de vue offensif, de ce côté-là du terrain, je trouve que ces deux joueurs-là qui font partie du 5 de départ d'Indiana, du 5 majeur même, pour l'instant, ils nous ont pas fait un match clinquant où tu te dis, ah ouais, ok, bon, il met 7 sur 8 à 3 points, donc tu baisses les armes. Je te parle de ce côté-là du terrain. Donc, on n'est pas encore à l'abri, pourquoi pas sur le prochain match, d'avoir un de ces deux joueurs-là, voire les deux, qui augmentent un petit peu le niveau statistique, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que Nembhard, il lâche pas mal de gomme sur la défense, et justement, on va en parler. Nembhard fait un gros match en défense sur SGA quand même. Il limite à 24 points, ce qui, depuis le début du match, est son plus petit rendement. De série, ouais. Ouais. Vous, comment vous avez vu la performance d'OKC? Parce qu'ils étaient dans le match jusque dans les 5 dernières minutes, en fait. Vas-y, Elian, si tu veux. Ouais. C'est compliqué de définir ce qui s'est passé. Je pense que Indiana a gagné ce match plutôt que OKC l'a perdu. Ça aurait pu tourner en faveur d'OKC. C'était un match serré jusqu'au bout. Ça a tourné du côté d'Indiana. Quand on regarde un peu les stats, je veux dire, les joueurs étaient au rendez-vous. SGA, il a 24 points, 8 rebonds, 4 passes. Chet Holmgren, 20 points, 10 rebonds. Jalen Williams, 26 points, 6 rebonds. Donc en fait, le trio était présent. Ça, on n'a rien à leur reprocher. Après, comme on l'a dit, c'est le supporting cast, le banc. Le banc, ça a été très limité. Et je pense que c'est ça qui les fait perdre aujourd'hui, c'est la différence des bancs. Toi, Chris? Ouais, je suis en train de voir ça, c'est vrai. Et chez Gilgeous Alexander, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Yannick, sur le côté défensif de cette équipe des Pacers, il perd 6 ballons quand même. Ouais. Il fait 4 passes, 6 ballons perdus. Ouais. Donc dans le ratio, c'est négatif. Hein. C'est pas ce qu'on peut attendre de lui. Alors après, tu as le droit d'avoir un match où tu es un petit peu... Parce qu'il fait quand même 24 points, bon, 9 sur 20, bon, ok... T'as fait mieux dans ta carrière, mais moi, c'est les 6 ballons perdus qui me gênent, tu vois. Parce qu'il y en a quand même 19, je crois, pour cette équipe du Thunder à la fin du match.
Et du coup, tu en as quand même un bon Un wagon pour. Non, 10. un Ouais, tiers. non, 17 même, pardon. Ouais, donc tu as 17. un peu plus d'un Voilà. tiers. Ouais. C'était vers Oui, là que je voulais aller. Donc ça fait beaucoup, tu vois, pour le meneur star de cette équipe-là. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage dans ce match-là, t'as un Lugensdort qui met encore à 3 points, surtout au début de match là. Il foutait tout Ouais. dedans. Tu dis, il va encore nous refaire un match à la Dort où il a pu arroser dans ces playoffs là, mais en tout cas dans le début du match 3, il a tout mis dedans. Après, on l'a quasi plus vu. Chet en premier carton aussi impressionnant. Il score la majeure partie des points du Thunder. Il est agressif. Là, il finit en double-double, donc c'est plutôt bien pour lui. Le banc, on en reparlera ou pas, j'en sais rien. Mais moi, en fait, désolé, hein, c'est encore une fois, j'en avais parlé quand j'avais fait le débrief du match 1 avec toi, Yannick. C'est encore l'impact de Cason Wallace, en fait. Moi, je continue, je suis désolé, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec cette vision-là des choses, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il est dans le 5 là. Dans le match 2, il y avait eu un ajustement en termes de minutes où entre lui et Isaiah Hartenstein, ils avaient quasiment joué le même nombre de minutes. Là, il joue 24 minutes et il est à moins 10 de plus-minus, 7 points, 4 rebonds, une passe, une interception, un bloc. Et je le trouve pas, je comprends pas en fait pourquoi Marc Daigneault continue dans cette logique-là. Et pour l'instant, je suis désolé, on verra. C'est toujours pareil, c'est à la fin du bal. Alors, j'ai plus l'expression, c'est quoi, Yannick? À la fin du bal, qu'on paye les musiciens. Voilà, merci. Mais là, en tout cas, à ce moment-là, on tourne le 12 juin. Il y a eu 3 matchs de jouer. Et je suis désolé, c'est pas le Thunder qui mène dans cette série, en fait. Donc, je ne comprends toujours pas cet acharnement, c'est pas le bon terme, mais cette persistance dans ce choix-là. Je suis désolé. Si Cason Wallace nous avait fait un énorme match, il avait apporté des points, il avait apporté, je sais pas, des interceptions, des trucs, ok. Mais là, il fait. Je comprends pas. Je t'avoue, j'ai du mal à suivre. On a certainement des données il y a des données qu'on doit pas avoir. Mais là, moi, en tant que spectateur, j'ai toujours du mal à comprendre ce choix. Et toi, tu repasserais avec du coup 2 grands, par exemple, Hartenstein et Holmgren, et tu laisses Dort, Shai Alexander et Williams. Ouais, pourquoi pas. Je suis désolé, en fait, on en avait parlé avec Yannick dans le match 1 et en fait, tu as été la meilleure équipe toute la saison régulière. Ok, la saison régulière, ça vaut ce que ça vaut, mais ça dure quand même 82 matchs, tu vois. C'est un bon filtre. Tu as été une des meilleures équipes durant toutes ces playoffs. Quand tu as été dans la difficulté contre Denver, tu es quand même parvenu, avec des ajustements, à passer. Ouais. Donc, on avait été étonné avec Yannick, tu me dis si je me trompe, hein, Yaya, mais de ce choix, dès le tip-off du match 1 des finales, de changer un joueur de ton 5 majeur. En fait, moi, c'est à partir de là que je comprends pas. Après, on peut me dire, oui, mais Indiana, il faut des ajustements par rapport à cette équipe-là, tu t'ajustes par rapport à l'adversaire, très bien. Mais tu as été la meilleure équipe de toute la saison régulière NBA. Tu es l'équipe qui est largement favorite à l'aube de ces finales, parce qu'en plus, tu n'as pas Boston en face, tu n'as pas Cleveland. Et je n'ai pas compris cet ajustement au match 1 et cette persistance dans le match 2 et le match 3. Et pour l'instant, les chiffres lui donnent tort. Je suis désolé, c'est très mathématique et on verra à la fin. Mais pour l'instant, moi, je comprends pas. Et il y a eu des temps de jeu là dans le match avec Hartenstein et Holmgren. Ouais. Ça m'a pas. J'étais pas, tu sais, j'avais pas les yeux révulsés en mode oh là là, ça va pas du tout par rapport à ce que propose Indiana en face, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et vous pensez qu'il peut se faire que Marc Daigneault, qui est encore quand même un jeune coach, même s'il a été très bon, peut se faire out-coach dans ces finales? Pour l'instant, il se fait out-coacher. Je sais pas s'il se fait out-coacher, mais en tout cas, sur le match, oui. Je trouve qu'il y a des limites que pour l'instant, Carlisle n'a pas. Ouais. Après, il y a 2 choses, tu vois, c'est que autant sur le match 2, tu as Caruso qui te met 20 points, tu as Wiggins qui met dedans. Là, Wiggins, 0 points. 0 shoot à 3 points. Caruso qui fait ce qui fait. Caruso, pas ouf. Il y a moins 15 en plus minus. Ouais, mais... ouais, voilà. Mais c'est. Donc, si tu veux, moi, c'est par rapport à ça. Après, je pense que le line-up, ne pas mettre les 2 grands, c'est justement par rapport à. Parce que Daigneault a peur de Siakam. Que le match-up Holmgren Siakam,
Mais le truc, c'est que quand tu es en mismatch d'un côté, tu as un avantage de l'autre. Et pour sortir Siakam de l'équation, moi je suis désolé, tu postes Siakam avec Holmgren. Holmgren, il fait 6 sur 15 au shoot, mais derrière, il fait que 0,6 à 3 points. Oui. Il prend 6 3 points dans le match. Et OK, en première mi-temps, il est là. La deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, lui faciliter la tâche en lui mettant son gars, ce que j'appelle les goons, c'est-à-dire un gars qui met des coups pour lui faire de la place, ben ça va peut-être le faciliter. Parce que au premier match, Holmgren fait un match cata. Le deuxième, il est bon, ça gagne. Et là, quand il a une influence, OKC est devant. Quand il n'a plus d'influence, OKC n'est plus là. Ouais. Donc, quand tu parlais d'out-coaché, ben, Carlisle est en train de gagner la bataille sur le terrain Holmgren. Et puis, Holmgren, il y a une image forte aussi en fin de match où il se fait contrer par Miles Turner. Et en fait, c'est vraiment le contre, je trouve, qui représente le match, quoi. Enfin, Indiana, la salle est en folie. Turner qui leur met la tête dans le sac. Enfin, et c'est vrai ce que tu dis, Yaya, dans le sens où je trouve que Holmgren, c'est un peu, comment on dirait, la ligne de vie du Thunder, tu sais. S'il est bon, le Thunder est bon. S'il est moins bon, c'est la bascule, c'est le joueur bascule. Voilà, exactement, j'avais pas le mot. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je peux enchaîner sur Daigneault, alors à chaque fois que je fais des récaps avec toi, Yannick, je défonce Daigneault, mais c'est pas du tout l'idée. Moi, c'est un coach que j'apprécie, mais ça pose vraiment des questions. On en avait parlé dans le match 1. Moi, je sais que j'en avais parlé. J'avais noté. Il avait sorti des joueurs du bois. Là, on comprenait pas trop d'où il les avait sortis. Là, il a une rotation à quoi 11 joueurs. Allez, Zaya Joe, bon, il joue 4 minutes. Kenrich Williams, bon, 2 minutes, on va peut-être pas le compter. Mais moi, ce qui m'intrigue, et c'est quelque chose dont vous aviez un petit peu parlé, Yannick, et même toi, tu t'en parlais plus généralement dans ces playoffs-là, quand on parlait des Pacers. En fait, c'est quand on voit le match 4, il arrive très vite là. Il y a une journée, je crois, ou de Delta. Ouais. Je sais pas ce que vous avez senti. Moi, j'ai commencé à sentir une équipe du Thunder, en tout cas les joueurs majeurs, peut-être un petit peu rincés, tu vois. Alors après, la pression de la salle à Indiana, on en a parlé en introduction, c'est fort aussi. Et en fait, là, si Daigneault trouve pas de solution en termes de rotation, il va devoir encore aller davantage puiser dans ses joueurs majeurs. Et quand tu joues contre une équipe qui met du rythme en permanence comme les Pacers, avec des joueurs, comme on a dit tout à l'heure, des facteurs X qui sortent de nulle part et sur lesquels tu dis, merde, on avait prévu des plans de jeu, mais en fait, c'est pas lui, c'est Y ou c'est A ou c'est Z. Bah, en fait, moi, j'ai peur que la jante, elle commence à s'abîmer très fortement pour les joueurs majeurs du Thunder, tu vois, et que la fatigue prenne le pas, tu vois. Tu parles de jante parce que c'est les 500 miles d'Indianapolis. Bah, évidemment. Oh, mais il est trop fort, cet homme-là, il est trop fort. On s'adapte, tu vois. Ah ouais, je vois ça, mais oh là là, énorme. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je suis pas sûr qu'ils soient si émoussés que ça parce qu'ils sont jeunes, donc en moyenne d'âge. Donc, Ouais, mais peut-être pas physiquement, mais je veux dire, pour beaucoup, c'est des premières finales. Tu as toute l'adrénaline qui va autour, tu as toute la pression. Alors pour les Pacers aussi, hein, tu me diras, tu as la pression médiatique, tu as la pression et tous les devoirs médiatiques et tout ce qui va autour. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas ressentir ni palper, tu vois. Ouais. Mais on arrive en fin de saison, tu vois. Et le Thunder, pour avoir autant déroulé, ils ont aussi mis de la gomme toute la saison régulière, tu vois. Je trouve pas qu'ils aient mis tant de gomme que ça parce qu'ils étaient quand même assez sereins. Mais tu gagnes pas tous tes matchs-là en étant tranquille tous les soirs, tu vois. Oui, mais ils ont eu beaucoup d'écart en moyenne, donc tu vois. Oui. C'est juste pour étayer un petit peu plus le propos, mais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, on va passer directement sur le preview du Game 4, du Game 4. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu du côté d'Indiana, c'est la défense en aide, et notamment sur pick and roll, quand chez SGA a la balle. Moi, je trouve qu'ils défendent exprès pour lui laisser que des mid-range. Là, sur le match, il prend que 3 shoots à 3 points. C'est-à-dire qu'on sort fort, mais derrière, on le laisse plus aller jusqu'au cercle. Et on lui laisse que
des shoots mid-range. Est-ce que pour vous, c'est la clé pour contrôler SGA de la part d'Indiana? Est-ce qu'il y a vraiment une clé pour le contrôler au vu de début de ses finales et de ses playoffs en général où Alors, il a cartonné quand même tout le monde. je vais quand même je vais prolonger, Ouais. c'est-à-dire que, ok, tu le contrôles, il prend pas de shoot à 3 points, donc déjà que des longs 2 points. Et surtout, on empêche de faire du playmaking. C'est-à-dire qu'on l'empêche, parce que là, tu vois, il a perdu 6 ballons, mais surtout, derrière, il a fait que 4 passes. C'est-à-dire que pas de playmaking. Est-ce que ça, c'est la clé pour justement pour les Pacers? Je pense que oui. Moi, je pense que là tu as mis le point sur la clé par rapport à Shai Gilgeous-Alexander, c'est contrôler son playmaking en fait. Si lui, il va être bon dans tous les cas, mais si on ne lui permet pas de rendre bon ses coéquipiers, comme il sait aussi bien le faire, ça change beaucoup de choses. C'est un scoreur, il va mettre ses points, là il en met 24, c'est peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais il va toujours les mettre. Et puis, que ce soit mid-range ou au cercle ou à 3 points, il est capable de scorer dans toutes les positions. C'est le meilleur scoreur de la NBA. Mais c'est clair que lui faire des pertes de balles, déjà aussi, ça fait perdre la confiance à son équipe. Si on voit notre meilleur joueur qui fait 6 pertes de balles, qui n'arrive pas à nous trouver dans nos spots, ça fait perdre la confiance à toute l'équipe et au contraire, ça fait gagner énormément en confiance à la défense des Pacers, qui je trouve d'ailleurs est une équipe qui dégage énormément de confiance. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais on dirait qu'ils jouent parfois comme si c'était eux la meilleure équipe, et comme si c'était eux les favoris, alors qu'ils ils sont, ils sont pas favoris de base dans cette finale. Et pourtant, ils dégagent tellement de confiance, tellement d'agressivité, ils ont peur de personne, et ça c'est impressionnant. Ça va dans la logique en fait de leur playoff, c'est-à-dire, et après je reviendrai Yannick sur ta question, mais euh, ça va dans cette logique-là, c'est-à-dire ils ont été outsiders pendant tous ces Ouais, playoffs. c'est clair. Dès le premier tour, ils étaient outsiders. C'est Petit clair. outsider, mais ils étaient Ouais. outsiders. Et en fait, ça leur va parfaitement. On en a parlé, la série contre les Knicks. Combien de fois ils nous ont fait le coup de on est mené de 15 points, on est mené de 18 points dans les 50 dernières secondes, ce que vous voulez, qu'importe, et ils gagnent le match. C'est la meilleure équipe, je crois, dans ces Oui. playoffs-là, évidemment, et peut-être même dans l'histoire, à faire le plus grand nombre de comebacks sur une même série, une même campagne de playoffs. Bon, bref. Donc ça leur va très bien. Ça leur va très bien. Ces types, ils sont là où ils veulent être. Et tu peux être quasi certain, j'ai pas regardé les cotes, mais pour les bookmakers, les trucs comme ça, que même au match 4, ils seront toujours outsiders. C'est ça sûr. leur va parfaitement. Et pour l'histoire de Shai Gilgeous, je rejoins complètement ce que tu dis, Elian, sur les pertes de balles. Quand ton meneur, comme ça, déjà, montre pas une certaine... montre une certaine faiblesse. Ouais, voilà, fébrilité sur cet aspect-là du jeu, ça met pas nécessairement confiance sur le reste de l'équipe. Et oui, je pense qu'Indiana fait les bons ajustements, trouve des débuts de solutions. Après, pour tous les joueurs qui sont aussi forts que chez Gidjus, etc., c'est toujours la même rengaine. Tu vas pas pouvoir arrêter le joueur, tu vas pouvoir le limiter. Mais déjà, si tu arrives à limiter chez Gidjus à aller à 25 points, eh ben, tu as déjà fait une bonne partie du boulot parce que le match 1 et le match 2, alors bon, match 2, voilà, mais il est à plus de 30, il fait 34 et 38 et 34 ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, déjà, quand tu passes le plafond des 30, c'est que ça devient très sérieux. Si tu arrives à limiter le MVP en titre, le joueur majeur de l'équipe adverse, entre 20 et 25 points, bah, tu as fait une partie du travail. Et il y a tellement de joueurs de devoir, Yannick, comme tu le disais tout à l'heure, dans cette équipe des Pacers, qui vont pouvoir aller à la maille contre Shai Gilgeous. Et s'ils ils évitent que SGA aille au panier, tu sais, avec ses paniers un peu smooth, là, où il est tellement élégant, quand il pénètre vers le panier, il monte en l'air, il peut changer la balle de main en l'air et tout. Ça, on l'a moins vu. Donc c'est déjà qu'une partie du travail défensif est bien appliquée par Indiana. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que ils défendent du coup à la fois. En fait, j'ai l'impression que sur les défenseurs pick and roll, il y a un joueur qui va l'empêcher d'aller shooter à 3 points pour essayer de le trapper, mais tu as tout de suite une aide qui arrive pour l'empêcher d'aller jusqu'au cercle. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 aides sur les pick and roll. Je sais pas ce que toi, Elian, comment tu vois les choses en tant qu'intérieur, de venir couper le rôle. Bah, je pense que ça s'est vu, comme on l'a dit, dans les pertes de balles. Ça revient toujours au même, en fait. Si ton meneur, il n'arrive pas à trouver ses intérieurs. Et pourtant, au début du match, comme l'avait dit Chris, je trouve
il trouve bien Holmgren plusieurs fois dans les coupes. C'est un ajustement, encore une fois, peut-être dû au coach, hein, sûrement d'ailleurs, où ils arrivent à couper cette passe-là et à provoquer beaucoup plus d'interceptions. Et même parfois, c'est plus sur des interceptions sur les joueurs extérieurs. C'est-à-dire que, ok, par exemple, on disait Wallace, il n'a pas mis à 3 points, mais est-ce qu'il a eu beaucoup de situations en fait? Est-ce que les situations, elles n'ont pas été très bien empêchées de la part d'Indiana? C'est ça aussi la question. Je pense ils ont parfaitement, par exemple, Lou Dort qui commence fort. Ok, on le trouve plus après dans la suite du match, mais c'est peut-être dû aussi aux ajustements défensifs d'Indiana qui ont pu permis ces spots libérés à 3 points. Ouais. Est-ce que du coup, toi, Chris, tu serais partisan pour que donner un peu plus de pick and roll à d'autres joueurs du côté de OKC? C'est-à-dire que dire ok, on va donner un peu moins la balle et un peu moins de création à SGA et on va essayer de donner la balle à un autre joueur pour justement déstabiliser les plans d'Indiana. Moi, dans la preview qu'on avait fait, oui, je crois on avait fait une preview, mais alors, je ne sais plus si c'était en off ou pendant l'émission, on en avait parlé, mais je crois qu'on avait parlé pendant l'émission. Moi, j'attends de voir l'impact dans la globalité et pas sur un match de Jalen Williams. Vraiment le vrai lieutenant de SGA, et un lieutenant, en tout cas, tu attends de lui qu'il, peut-être comme tu dis, qu'il prenne peut-être davantage le ballon en main, qu'il prenne un peu plus de part à la création, ce genre de choses, qu'il libère un petit peu son capitaine de route quand son capitaine est peut-être un petit peu dans le dur, tu vois. Je te dis pas qu'il fait pas ses finales pour l'instant de Jalen Williams. Là, le dernier match, il fait quand même 26 points, 6 rebonds, 3 passes, c'est intéressant, 50% au shoot, mais en fait, au-delà des chiffres, c'est, comme tu dis, pourquoi pas. Il a été vraiment très fort et très impressionnant à observer. C'est vraiment un pur projet Thunder, ce mec-là. Et peut-être, proposer, encore on revient à Daigneault, mais trouver peut-être des systèmes un petit peu différents, sortir des choses de la boîte, peut-être des choses qu'ils avaient testées en saison régulière sur certains matchs. Tu vois, des systèmes un petit peu perdus là, que tu essayes au mois de novembre, au mois de décembre. Peut-être aller retenter des possibilités avec ce joueur-là pour déjà perturber le bon fonctionnement défensif d'Indiana. Parce que s'il commence à trouver les solutions et les ajustements sur Shai Gilgeous, et maintenant c'est à Daigneault, on en revient toujours à ce côté, cette partie de poker, de trouver les bons ajustements peut-être pour libérer un peu plus d'espace à son joueur star. Et donc pour moi, ça passera d'abord par le lieutenant, par Jalen Williams. Ouais, mais sur ce match, excuse-moi, Ilan, sur ce match, bizarrement, c'est où les trois joueurs majeurs sont tous les trois à plus de 20 points. C'est ça en fait, et ils perdent. Oui, mais c'est pas non plus c'est pas pour ça qu'ils perdent. Ils perdent parce qu'ils ont un banc qui est famélique. Ils perdent parce que tu as un facteur X du côté d'Indiana, encore une fois. Je veux dire, on va pas refaire le podcast. C'est pas parce que il n'y a pas une seule raison qui explique une défaite. Surtout dans ces moments-là de saison en finale NBA, c'est toujours multifactoriel. Mais si tu veux, en fait, le truc, c'est toujours un jeu de balance. Ok, tu as perdu sur le banc parce que si tu as perdu sur le banc, tu peux peut-être aller rattraper des points sur un autre truc. Ou c'est toujours un jeu de balance et d'essayer de rééquilibrer au mieux pour pas avoir un gouffre comme il y a pu avoir dans ce match-là. Mais oui, ok, ils font leur stats, mais je pense que dans la proposition de système de jeu, ils pourraient peut-être proposer de temps en temps d'autres choses. Je te dis pas tout le match, mais sur certaines minutes, pourquoi pas, tu vois. Ou alors sur les moments où Shai Gilgeous n'est pas sur le terrain, de trouver des solutions sur le banc. Mais bon, faut-il encore que les mecs sur le banc ils soient un peu plus performants que le match dernier. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai gap dans cette équipe du Thunder qui peut se voir là, du coup, sur ces finales. C'est il y a Shai, puis en dessous, il y a Jalen Williams et Chet Holmgren. Mais il y a un gap entre ces trois joueurs. Je veux dire, il y a Shai et puis il y a Chet Holmgren et Jalen Williams. Alors que du côté des Pacers, Tyrese Haliburton et Pascal Siakam, c'est plus deux acolytes qui sont tous les deux capables de faire des grosses performances. Et je trouve que parfois ça se ressent du coup dans le fait que parfois le Thunder est un peu en attente de la création de Shai. Et c'est comme disait Chris, c'est là où il faut peut-être attendre plus de Jalen Williams, qui est très bon, hein, qui valide son statut de All-Star durant ses playoffs, là où j'avais pourtant des doutes au moment de sa sélection.
et qui est très bon, mais je pense que là, il faut qu'il passe un cap dans le fait de, en fait, je suis pas derrière Shea, je suis la deuxième star à côté de Shea, et je suis capable aussi de créer des choses pour mon équipe. Ah, il est bon, hein. Il est bon, le petit Elian, là. J'ai jamais fait de podcast avec toi. Bravo. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, on est complémentaires dans ce qu'on dit. Et je pense que, après, voilà, comme on dit tout à l'heure, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec cette vision-là des choses. C'est clair. Et voilà, après, on n'est pas sur le banc, on n'est pas dans les vestiaires du Thunder. Mais bientôt. Oui, bah, comme ça. Analyste vidéo. Vincent Collet est bien en NBA, donc pourquoi pas toi, Yannick? Non, me lance pas sur le sujet. Non, parce qu'en plus, il a l'air aucune tenace, il paraît, Vincent Collet. Donc, mais je l'aime bien. Hein. Mais nous aussi. Oui. Bon, on va conclure. On a fait 40 minutes sur ça. Quel est votre pronostic pour le match 4 ? Chris, allez. Ouais. Je ne sais pas, je t'avoue. En fait, Indiana, voilà, ils continuent à surprendre tout le monde. Ils ont déjà été dans cette situation-là contre Cleveland et contre les Knicks. Et ils ont gagné à chaque fois le match 4 à domicile. Pour la beauté du sport, j'ai envie de remettre Indiana, tu vois. Et de retourner à OKC avec un Thunder là, qui a le couteau sous la gorge et de voir vraiment de quel bois ils sont faits. Parce qu'on n'oublie pas, hein, Yannick, on posait des questions sur cette capacité du Thunder à être clutch au moment où il faut. Pour l'instant, les chiffres ne sont pas en leur faveur. Donc, allez, Indiana pour poursuivre dans leur folle saison 2025. Là. En prolongation, allez. Elian. Pour moi, le Thunder allait remontrer des choses et gagner ce match, mais j'avoue qu'il y a pas mal d'arguments de Chris qui me font changer d'avis. Je me dis qu'ils sont peut-être en fait plus proches de craquer le Thunder que ce que l'on pense. Que ce qu'impose Indiana, surtout à domicile, c'est très dur à tenir. Et en fait, ce sera soit le Thunder réimpose sa loi et ils montrent vraiment qui ils sont, soit c'est le craquage et derrière ça va être compliqué. Mais j'ai envie de suivre Chris. Allez, j'allais dire le Thunder, mais finalement je dis Indiana. Je pense qu'ils vont le faire en fait. Je pense qu'ils vont le faire. T'as juste pour aller après, Yannick, je te laisse promis, pour aller dans le sens de l'histoire, hein, avec un grand H. Dans les 41 finales NBA où il y avait un partout après 2 matchs, le vainqueur du match 3 a remporté le trophée 33 fois sur 41, soit 80,5% du temps. 8 fois sur 10, le vainqueur du match 3 remporte les finales NBA. Voilà, c'est bon. Ok. Moi, ça m'embête parce que je vois gros comme une maison Indiana, mais comme si je pronostique Indiana, pas Indiana, OKC, je vois OKC égaliser, et si je dis Indiana, si je dis OKC... Tu dis match nul, voilà, 10 matchs nuls. Ouais. Non, c'est que je suis un tellement mauvais pronostiqueur qu'il faut que je dise l'inverse de ce que je veux, donc... non, moi je pense que OKC va faire les ajustements et va remettre tout ça. Je ne sais pas qui va sortir du bois, et un banc comme ça ne peut pas faire 2 matchs d'affilée à plus de 30 points. Donc pour moi, c'est OKC qui va égaliser au prochain match. Dans tous les cas, ce sera... c'est très serré. Je veux dire, là, le pronostic, il est... que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont possibles. C'est ça que je veux dire. Ouais. Moi, on va pas refaire le podcast, mais pour moi, en fait, cette série montre à quel point au basket le coach est important. Parce que pour moi, c'est aujourd'hui, si Indiana en est là, c'est 100% Rick Carlisle. Voilà. Vous avez des choses à rajouter ou vous taisez à jamais, tel le jour du mariage de Chris? T'étais même pas invité en plus. Quelle grossière erreur de ma part. Ouais, mais j'étais loin. C'est ça, mais t'étais proche dans mon cœur.
Voilà, exactement. En tout cas, écoutez, merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à venir sur le Discord communautaire, discuter avec nous. On sera présent pour parler de cette NBA Finals. N'hésitez pas également à nous mettre des 5 étoiles sur toutes vos écoutes, sur toutes vos plateformes d'écoute. Et ça nous donne un peu de visibilité et on sera très content et ça donne de la force. Donc, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous donner de la force. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée si vous écoutez en journée, une bonne soirée si vous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao!